On est parti. Bon, je te souhaite la bienvenue, Lynn, dans cette interview. Aujourd'hui, je reçois Lynn Burney, qui est coach, qui est formatrice aussi de coach, euh, qui est une des personnes qui m'a beaucoup impacté dans ma vie. Donc, Lynn, tu as été ma formatrice, tu as été ma première formatrice en coaching il y a 3 ans, je crois, où j'ai fait 2 formations avec toi. Et aujourd'hui, j'avais envie de te présenter un peu différemment au lieu de dire ce que tu fais. Ça, je vais te laisser le dire juste après, mais j'avais plutôt envie de dire ce que tu m'as appris. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais à la fin de la première formation que j'avais faite avec toi, je t'avais envoyé un mail pour te remercier et pour dire ce que j'avais appris. Est-ce que tu serais OK pour que je lise ce mail, pour que les gens sachent en gros ce que moi, tu m'as apporté? Ouais, c'est bon? Alors attends, je retrouve le mail. Il est là. Donc, mail que je t'avais envoyé juste à la fin de la première formation. Euh, Bonjour Lynn, pendant ces 7 mois, j'ai appris à ne plus vouloir à la place de l'autre et à accepter de ne pas être le sauveur. J'ai appris à me détacher de l'obligation de résultat et pour un sportif compétiteur comme moi, ça n'était pas tâche facile. J'ai appris à utiliser le mot énergie qui jusque-là était vide de sens pour moi. J'ai appris à être plus présent et moins dans ma tête, et Dieu sait que j'étais beaucoup dans ma tête. J'ai appris à nommer les choses qui sont au lieu de les garder pour moi. J'ai appris à communiquer sans jugement et avec le plus d'objectivité possible. Grâce aux nombreux coachings vécus, j'ai appris ce que voulait dire se connaître soi-même et j'en ai pris le chemin. En t'observant, j'ai appris que la manière dont on communique conditionne le contenu de notre message. Par le respect et la considération que je t'ai vu apporter à chacun de nous, tu m'as appris à accepter l'unicité de l'autre. En te voyant apprécier, souligner et tirer ce qu'il y avait de meilleur en nous, j'ai appris que faire grandir la montagne était sans doute plus important que boucher les trous autour de celle-ci. En te concentrant uniquement sur notre propre potentiel, tu m'as démontré que la comparaison est stupide, destructrice et qu'elle ne mène à rien de bon. En créant un climat de sérénité, de bienveillance, j'ai appris que transmettre le jugement, la peur, la pression est le meilleur moyen pour anesthésier la motivation profonde des gens. Bref, j'ai vécu un enseignement d'une simplicité qui se trouve au-delà de la complexité, où les mots essentiels et dépouillement, qui étaient déjà ancrés en moi, ont pris encore une autre dimension. J'ai grandi en tant que coach, en tant qu'homme. Tout ça n'est pas uniquement le fruit de la formation, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a pris une grande place dans mon voyage qui ne fait que commencer. À bientôt, Lynn. Donc, au début, je me suis dit, bon, je vais faire point A, point B, point C de ce que j'ai appris avec toi. Puis après, je me suis dit, je vais relire le mail de l'époque, comme ça va être très parlant. Maintenant que moi, j'ai dit ce que tu m'avais apporté, est-ce que tu peux, en quelques mots, dire qui tu es et ce que tu fais en tant que coach et formatrice de coach? Hmm. Wow. Après tout ça, qu'est-ce que je peux dire? Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Franchement, il n'y a pas grand-chose à ajouter là, hein. Donc, si je vous donne ce qui est sur mon site web, hein, je forme les coachs au niveau de base. Je forme les coachs au deuxième niveau en clean, donc le travail de David Grove, les 3 techniques, clean language, clean space et la puissance de 6. Et plus récemment, j'ai commencé à former les gens sur la facilitation des constellations. Donc, c'est un travail profondément systémique. Et ça, c'est vraiment, j'ai commencé à enseigner ça en décembre 2020, donc l'année dernière. Hmm. Même si je connais le travail depuis des années et que j'ai déjà fait une tentative d'enseigner, c'est après le travail avec Ty Francis pendant 5 ans, je me sentais vraiment prêt à enseigner ce travail à un niveau beaucoup plus profond. Donc ça, c'est ce qui est sur le blog, hein, et il y a aussi les ateliers sur le travail sur l'âme, entre guillemets. Ça, c'est un travail en développement personnel Hmm. bon, qui se déroule à l'ashram.
Est-ce que j'ai besoin d'autre chose par rapport à ce que je fais ou... Bah, déjà c'est pas mal sur ce que tu fais. Alors, ça fait plusieurs années, évidemment, que tu coaches. Ça fait combien de temps? Que je coach. Oui. Je coach depuis... En fait, en réalité, j'ai commencé à coacher quand j'étais en Nouvelle-Zélande il y a 50 ans. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Et ça, c'était dans le domaine sportif. Ok. Et quand je suis arrivée en France et quand quelqu'un me contactait pour toute une autre question et qu'elle disait, on va se réunir autour de la table, un groupe de consultants et on va créer SF Coach. Je suis coach, j'ai dit. Donc, je dis quasiment en 10 ans que je suis coach, que je suis devenue coach. Hmm. Et ça date maintenant, tu voulais savoir quand, ça date de 1994, je pense. Bon, en tout Ouais. cas, ça fait plusieurs dizaines d'années, on va dire, que tu Ah as. oui, ah oui, 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 oui. J'ai envie que dans cette interview, on parle de changement, de ce qui peut aider un être humain à changer ou à se transformer, de ce qui peut freiner un être humain à changer, à se transformer. Avec tous les gens que tu as accompagnés jusqu'ici, qu'est-ce qui, pour toi, empêche le plus un être humain de changer? OK. Est-ce que je peux ajouter quelque chose sur ce mot changer avant que Vas-y. je me lance dans ce qui pourrait empêcher ça? Eh bien, j'ai entendu une définition là, il y a 2 semaines, par Ty Francis justement, où il disait développer, c'est, et là je traduis en Hmm. français, euh, c'est prendre un élément dans un système et euh, faire une mise à jour de cet élément. C'est-à-dire, je serai une meilleure version de moi-même. Je Hmm. serai essentiellement toujours moi-même. Les schémas de base vont rester en place. Les frontières qui contournent mon système vont rester pareilles. Mais je vais être une meilleure version de moi-même. Donc, et puis, il y a changé. Et ça, c'est comme si aujourd'hui, je suis rouge et demain, je vais devenir bleu. Donc, mais Oui. fondamentalement, le schéma de base ne change pas, les frontières du système ne changent pas, mais je suis plutôt bleu que rouge. Hmm. Et puis, il y a un reset. Et un reset, c'est quand non seulement les éléments changent dans le système, mais aussi le schéma de base change. Et ça, c'est un travail en développement personnel profond. Et quelque part, je pense que les coachs cherchent cette reset plutôt que à mise à jour de soi-même. Hmm. Je pense que probablement les managers qu'on coach cherchent plutôt à, à mise à jour Ouais. d'eux-mêmes, à meilleure version d'eux-mêmes. Et puis, il y a transformation, parce que tu avais utilisé les C'est deux ça. mots. Ouais. Il y a transformation, et ça c'est intéressant, parce que ça, c'est accepter d'aller dans le chaos de l'inconnu et qu'il fondamentalement, il y aura un changement d'identité parce que le Hmm. schéma de base change, les éléments changent et les frontières sont complètement déroutées. Qui veut dire qu'il y a, on dit changement, mais c'est vraiment une transformation dans le sens que je ne suis plus ce que j'étais. Et Ouais. le métaphore qui est utilisé, qui est scientifiquement démontré, c'est qu'un caterpillar est un chenille. Un chenille ne sait pas ce qui va être la vie Hmm. d'un Un papillon. papillon. Ouais. Voilà. Il ne sait pas qu'il doit passer par le noir de chrysalide et qu'il va changer, mais totalement sa forme Hmm. Hmm. pour émerger comme un papillon. Mais le papillon, il garde dans ses cellules le mémoire de sa vie d'un chenille. Donc, tu Hmm. connais la métaphore sans doute. Hmm. Hein? Et je trouve que ça, je trouve intéressant parce que je pense que je vais répondre à ta question éventuellement, tu sais. Oui, mais j'adore Mais déjà ce que tu apportes là sur la nuance. Ouais.
Ce qui est intéressant, je pense que le niveau de demande d'un client quand il vient ou qu'elle vient en coaching va être quelque part entre développer et transformer. Et on sait, je sais, que ce n'est pas par hasard que je propose 6 séances de coaching parce qu'a priori, dans les 3 premières séances, là, je base ce que je dis sur le travail de David Grove et Clean. Les 3 premières séances, en principe, on couvre le monde connu. Et dans le 4e séance, si le client décide de continuer, soit il va mettre en place toutes ces techniques de mécanismes de défense et de protection afin qu'il ne rentre pas dans cet espace de chaos, de chrysalide. Hein? Il ne va pas prendre ce risque-là. Il va mobiliser son énergie pour que, fondamentalement, il sort peut-être une meilleure version de lui-même, mais pas transformé par un papillon. Donc, et s'il accepte d'aller dans la peur, dans ce qu'il imagine, et la peur, parce que c'est toujours imaginaire, s'il peut accepter ça, il y a quelque chose de profond qui peut se passer. C'est une invitation, en réalité, de devenir un papillon, sans avoir le moindre idée de ce qui pourrait être ce papillon-là, sans avoir même le nom pour le papillon. Et ce n'est pas uniquement l'individu, hein, c'est les équipes, c'est un changement de niveau, en fait, si tu veux utiliser le mot changement. Mais j'aime beaucoup la différence que tu fais justement entre, on pourrait avoir un côté se développer ou se mettre à jour, ou voilà, et le côté se transformer en profondeur. Moi, justement, comme la majeure partie des gens qui viennent me voir, c'est plutôt de la transformation en profondeur et où il y a un vrai changement. Voilà, on va dire qu'on n'est pas en surface. Non pas que la surface, c'est mal, mais on va chercher plus profond. Et il y a, comme tu disais, la chenille qui peut se transformer en papillon. Euh, et justement, moi, souvent, mes clients, je leur dis, si tu veux changer, tu vas devoir mourir. C'est-à-dire, tu vas devoir dire adieu déjà à l'ancienne version de toi-même ou l'identité que tu avais créée pour pouvoir devenir cette nouvelle personne que tu as envie de devenir. Et parfois, c'est dur justement au début de se dire, comme tu dis, il y a la peur, il y a je ne sais pas ce que je vais trouver, il y a l'inconnu. Et il y a aussi que parfois, on est attaché à son ancienne identité et qu'elle nous nourrit aussi. Justement, si on part sur ce côté transformation profonde, qu'est-ce qui, pour toi, je reprends ma question, empêche le plus un être humain de se transformer de cette manière-là? C'est le deal, c'est de troquer avec le diable, entre guillemets. c'est un peu comme je veux bien me transformer. Sincèrement, c'est oui. Mais touche pas ma vie perso parce que je ne veux pas, tu vois, ça, c'est un peu, je peux pas mettre ma femme, mon mari en danger. Donc, ok, ça c'est le deal. Mais je veux bien me transformer. Mais écoute, j'ai les enfants l'éducation des enfants qui coûte une fortune, donc il faut que je garde mon job actuel. Donc, je ne peux pas mettre ça en danger, on est bien clair, mais je veux bien me transformer. Donc, et entre toi et moi, je vais me transformer. Donc, je rigole parce que c'est un peu... Pourquoi j'ai écouté un Swami Purnananda, justement le week-end dernier, et c'est un peu comme, oui, je veux connaître Dieu, mais pas aujourd'hui, hein, parce que franchement, j'ai un rendez-vous à... je vais méditer, mais la semaine prochaine, parce que franchement, il fait trop froid cette semaine. Qu'est-ce qui nous empêche de transformer nous-mêmes? Et la beauté de l'être humain et tout son dialogue avec « je veux bien, mais… ». Mais moi, dans ce que tu dis, j'entends la notion un peu de prix à payer. Au début, tu as envie de te transformer, ok, mais est-ce que tu es prêt à payer le prix, pas au sens financier, mais payer le prix de
il y a de l'inconnu, il y a de la peur, il y a peut-être tes fondations qui vont trembler un peu, tu sais pas vraiment où tu vas. Est-ce que tu es prêt à payer ce prix-là ou plutôt, c'est pas non plus binaire, mais à quel point, à quel degré tu es prêt à payer ce prix pour devenir une nouvelle personne, quoi. Oui, et en réalité, on ne devient pas une nouvelle personne. On je pense que tout simplement, on incorpore, une dimension beaucoup plus large, de nous-mêmes. Donc, je suis tentée à dire qu'il y a juste un reconnaissance de l'appartenance à l'espèce humaine plutôt que mon petit monde à moi. Hmm. Et je pense que cette ouverture de cœur est ce qui fait la transformation en réalité. Et ça peut prendre très longtemps, ça peut prendre toute une vie. Et donc, la question à ce moment-là, c'est à quoi sert le coaching? Tu vois, c'est un petit goutte dans l'océan de quelqu'un. Mais les gens pourraient venir vers ça comme un accélérateur de ce processus, de cet désir d'embaucher quelqu'un, de soutenir un désir profond. Mais Hmm. c'est quoi ce désir profond? Écoute, je te donne un exemple de moi-même. Je suis allée goûter le Eki-coaching hier avec quelqu'un que je supervise. Donc, Et Equi-coaching, coach avec, au les contact des chevaux. chevals, Ouais. les chevaux, pardon, oui, 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 oui. Et donc, j'avais une expérience de ça il y a, je vais dire 10 ans, hein, mais quelque chose comme ça. Et c'était pas très, très positif, hein. Et hier, j'ai eu une expérience qui était très bien encadrée, qui était très intéressante. Pourquoi je raconte ça? C'est tout simplement parce que mon objectif, que j'ai annoncé très clairement, que je, je voulais établir une alliance avec un être plus grand que moi. Parce que dans ma tête, au début de ce processus, j'avais peur des chevaux qui sont tellement grandes, comme j'ai peur des vaches et des êtres qui sont beaucoup plus grands que moi. Et donc, je vais annoncer comme ça. Bon, à la fin de cette expérience hier, et quand je regardais à nouveau mon objectif, et grâce à cette coach avec qui j'ai travaillé, euh, j'ai, je me suis rendu compte ce que j'étais en train de dire. Ce n'avait rien à faire avec un cheval. Établir une alliance avec un être plus grand que moi. Et je pas un cheval. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que les gens viennent dans un processus de coaching avec un objectif lambda. Et toi, tu le dis, mais c'est pour la transformation. Est-ce que tu es prêt à tout changer? Blablabla. Bla, bla, bla. Ouais, ouais. Tu vois, c'est-à-dire qu'à la fin d'un processus, je pourrais découvrir beaucoup plus que je vais penser que je savais au début. Ouais. Donc, c'est un engagement vers un élargissement de l'esprit, du cœur, de soi. Donc, est-ce que c'est un changement radical ou est-ce que c'est une évolution naturelle de l'être humain vers un être plus grand? Ok. Moi, j'aime bien cette idée d'élargissement. Et justement, à la fin de l'interview, je te poserai la question sur pour toi, quel est l'intérêt du coaching ou de se faire accompagner. Euh, une question que je voulais te poser, c'est que dans le développement personnel et dans le monde du coaching d'ailleurs, il y a un énorme boulot qui est fait sur le conscient, Mm. c'est-à-dire le passage à l'action, se fixer des objectifs, persévérer, etc., etc. Et c'est super, mais il y a parfois la partie inconscient qui est totalement mise de côté, voire niée, et ça peut véhiculer la croyance de quand tu veux changer ou quand tu veux te transformer, il suffit de le vouloir, et quand on veut, on peut. Évidemment, c'est très simpliste, et si tu commences à croire ça, ça va être compliqué. Pour toi, quel est l'impact de notre inconscient sur nos vies et sur notre capacité à changer ou pas? Oui, 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 oui. D'abord, j'ai été élevée dans cette même credo. Tu vois, si tu veux, tu peux. Ça, c'est 100% néo-zélandais. Ça, Voilà. et puis c'est la mentalité du sportif aussi. Oui. Ouais, et je le crois. Ouais.
Et je le crois. Je le crois. Donc, et, et je viens d'une famille, j'appartiens à une culture, un pays, une religion, des générations, si je parle de moi-même, hein, les gens qui ont traversé la mer pour coloniser le pays, je viens de tout ça. Et tout ça fait partie de moi. Donc, quand je dis, si je veux, je peux, oui. Mais quand je suis dans l'alignement de la reconnaissance et le respect d'où je viens, il y a quelque chose, un mouvement vers l'avenir qui est beaucoup plus fluide, qui ne veut pas dire nier ce qui était dur. Et on a besoin de mobiliser un désir, parce que dans le désir, il y a une énergie qui va naturellement vers l'avenir. Le flot de la vie est vers l'avenir. Mais qu'est-ce qui pourrait me maintenir dans cet instant-là, dans le présent? Et je lutte comme Don Quichotte contre the windmills, les windmills. Les moulins à vent? Voilà, c'est ça, le moulin à vent. Qu'est-ce qui... C'est tout simplement, probablement, parce que je suis en train de nier d'où je viens et je n'ai pas honoré quelque chose dans mon appartenance. Et, ce qu'il faut dire aussi, pour changer, et pour grandir, je suis plus ou moins obligée de quitter l'appartenance de base pour grandir. Et cette transformation est dépendante de cet grandissement de soi. Donc, être déloyal à ce qui existait avant, quoi. Exactement. Mais donc, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, j'ai besoin d'être consciente de ça, de ne pas le nier et accepter de rentrer dans cet espace inconfortable où je suis toujours tirée par mon première appartenance et où j'essaie d'être entièrement moi-même dans cette nouvelle appartenance que j'ai créée. Donc, tu vois, c'est un sacré boulot, quoi, mais ça s'appelle la vie. Est-ce que tu aurais un exemple concret pour ceux qui nous écoutent de justement quelqu'un qui veut atteindre un objectif ou changer d'une certaine manière, mais où inconsciemment, pour l'instant, il y a un truc qui freine? Probablement beaucoup, parce que ça, c'est... je pense, oui, un jeune homme, un entrepreneur qui a acheté la société avec deux collègues de son patron. Le patron reste dans l'entreprise et mon client ne peut pas assumer son rôle de patron parce qu'il est très loyal à le patron existant qui a vendu sa société, mais qui n'a pas pris sa retraite pour l'instant. Et en fait, l'enchevêtrement de mon client est venu de sa loyauté vis-à-vis de son lineage masculin, paternel, et avec le patron qui reste sur place et qui ne part pas et qui n'a pas la même vision du futur que mon client. Et mon client était quasiment sur un point de burn-out, jusqu'on a travaillé sur la reconnaissance de son héritage paternel et que son père, comme son grand-père, n'étaient pas entrepreneurs, ils étaient fidèles au rôle de salarié. Et mon client était en train d'agir comme un salarié et pas comme un patron. Parce qu'agir comme un patron demandait qu'il soit déloyal non seulement à son père, mais son grand-père et le patron existant.
Donc, on a travaillé là-dessus et je me suis rendu compte qu'il était en apnée, littéralement, il pratiquait l'apnée. Et donc, être en apnée veut dire qu'il bloque toute son information émotionnelle. Hmm. Et quand on coupe cette information émotionnelle, on n'a pas accès à tout cet amour qu'on pourrait avoir pour d'où on vient. Et c'était sa ligne maternelle qui était les entrepreneurs. Donc, il était quelque part tiraillé entre paternel et maternel. Hmm. Ok. Donc, voilà. Est-ce que ça, c'est un bon Oui, exemple ouais, pour je pense toi? que l'exemple est très parlant de bah, j'ai envie de prendre, mon objectif c'est de prendre ma place de patron et d'être un leader, voilà, et pour autant, inconsciemment, bah, sans m'en rendre compte, je suis fidèle à un certain mécanisme de bah non, j'ai l'habitude d'être d'une lignée de salariés et donc je me comporte comme ça sans pour autant en avoir conscience, quoi. Ok, Très, très, très bien résumé, Charles. merci. Euh, Tu as parlé des émotions, mais j'ai envie qu'on aille avant sur une autre question, peut-être qu'on reviendra après sur les émotions. Euh, 90% des gens que j'accompagne en coaching vivent euh, un manque d'énergie, voire une fatigue chronique, ou en tout cas les montagnes russes, des hauts et des bas très grands. Pour moi, c'est un peu la maladie de notre siècle, Oui, c'est la oui, fatigue. oui. Euh, Et évidemment, quand on est quelqu'un de fatigué ou qu'on ressent ça, on a le chemin classique qui est je vais voir un médecin, je fais une cure de vitamine C, ou je mange mieux, ou je dors mieux, ce qui parfois peut marcher. Ouais, ouais. Mais j'aimerais savoir pour toi, quelles sont les choses qui drainent le plus l'énergie d'un être humain ou qui empêchent le plus d'avoir de l'énergie au quotidien. Um, D'abord, je vais juste citer une ligne que j'ai notée pendant le week-end. I am not the part I am playing. De croire que je suis le rôle que je joue est extrêmement fatigant. Donc, la première chose, Wow, attends, je vais juste répéter cette phrase. De croire que je suis, tu as dit, de croire que je suis la part que le, je joue, le le rôle que je joue. rôle que je joue. Hmm. D'abord ça, c'est énorme. I am not the role I am playing. Si tu veux, si la vie c'est une pièce de théâtre, je ne suis pas le directeur de théâtre ni de la pièce. Je joue un rôle qui ne veut pas dire que je suis impuissante. Ça veut dire tout simplement tout est relativisé. Hmm. Je ne suis pas the master of the universe. Je joue un rôle et ce rôle-là peut être extrêmement fatigant si je crois que je suis le rôle que je joue. Ok, j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas si ça se rapproche de ce que tu dis, mais il n'y a pas longtemps, j'ai enregistré un podcast sur, pour moi, une des choses les plus épuisantes pour un être humain, euh, c'est justement de jouer un rôle et d'essayer d'être quelqu'un qu'il n'est pas. Alors, c'est pas exactement peut-être la même idée que tu développes, mais moi, il y a cette idée-là que j'entends tu sais, les masques qu'on peut porter, et on en porte tous. Et l'idée, c'est pas forcément de ne plus jamais porter de masque. Et d'ailleurs, je pense on porte toujours des masques, mais ça peut être très fatigant d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vois justement chez les gens que tu accompagnes et qui les fatigue? Euh, c'est surtout cet effort monumental de satisfaire quelqu'un d'autre ou satisfaire soi-même. Et c'est comme si ce sera une tâche qui ne serait jamais accomplie. Et donc, quand on peut dire I am enough, je suis suffisant, je pense que c'est une bonne traduction, Je suis et assez, ouais. que Hmm. euh, et, et je fais le mieux que je peux dans le temps qui est disponible, dans cet instant, dans le temps. Et je ne suis pas seule. Je, je reste dans les bras de celui qui me soutient
sans condition et depuis toujours. Et j'ai foi absolue dans ce fait-là. Merci, Lynn. Euh, je choisis avec soin la prochaine question que j'ai envie de te poser. Ouais, j'ai envie justement de partir sur les émotions. Euh, Moi, je trouve que le rôle des émotions dans notre épanouissement ou même dans notre niveau d'énergie, il est extrêmement sous-évalué et que la plupart d'entre nous, on est totalement inconscient du rôle des émotions et notre rapport aux émotions va conditionner notre niveau d'énergie et d'épanouissement. Pour toi, justement, quel est le lien entre émotion et niveau d'énergie, entre émotion et niveau d'épanouissement? Yeah. Well, d'abord, émotion veut dire énergie en motion, qui veut dire notre corps est animé par une énergie. Et ces énergies changent de forme et de couleur et de fréquence et de vibration. Et on a les noms pour ces émotions-là. Il y a les émotions qu'on va labelliser désagréables et d'autres qu'on va labelliser agréables, simplement. Et donc, on essaie d'éviter ce qui est désagréable et on essaie de voir ce qui est agréable. Donc, je pense que s'il n'y a pas de feeling, si on n'est pas sensibilisé sur la vie, sur l'autre, sur soi-même, on ne fonctionne pas comme un être humain, ou on passe à côté de la partie de l'être humain, la partie limbique, et qui est aussi nos origines. On n'est pas juste un algorithme, curieusement. Ou un cerveau pensant, froid et sans émotion. Blablabla. Yeah, oui, oui, c'est ça. Mais ce qui est intéressant aussi, dans le travail, surtout le travail beaucoup plus récent avec les constellations, etc., le travail systémique, je me rends compte à quel point c'est important d'identifier l'émotion primaire. C'est-à-dire que, tu sais, un garçon pourrait avoir l'idée que la colère est acceptable et donc il se donne permission à exprimer son colère sans jamais toucher le chagrin Qui qui est le en fait dessous. pleurer, qui est en dessous, oui. Et Mm. pour une femme, c'est très stéréotypé ce que je dis, mais bon, ça sert Mm. pour la conversation. Et pour la femme, ça peut être que la tristesse est tout à fait acceptable. Elle peut pleurer, hein, pauvre femme. Et en même temps, elle ne sait pas donner l'expression à son colère juste. Mm. Mm. Donc, tu vois, il y a les émotions secondaires, dites secondaires, qui sont incrustées dans le système et qui fait du ravage, qui provoque le cortisol dans le système, qui est associé avec toutes les maladies modernes, qui Mm. provoque la fatigue. Donc, tu sais, notre job, c'est d'identifier quel est le véritable sensation et émotion associées avec cet événement qui t'amène à vouloir faire du coaching et qui t'amène à vouloir transformer, changer quelque chose. Mm. Et quand on a identifié ça, quand la personne a vécu dans ses cellules cette chagrin ou cette colère ou cette haine ou cette joie ou cette perte, Mm. Mm. quelque chose transforme. Mm. Bah, moi, Donc, c'est crucial. C'est crucial. ouais. C'est fou parce que la dernière promotion que j'ai eue dans mon programme avec les gens que j'ai accompagnés, c'était pas spécialement prévu qu'on fasse un travail sur les émotions, mais finalement, ça a tellement été le sujet de fond chez beaucoup de participantes, mais sans s'en rendre compte, c'est-à-dire que on est tellement habitué à ça, à être un peu
addict aux émotions positives et allergique aux émotions inconfortables et à vouloir les fuir, qu'on ne se rend même plus compte qu'en fait, qu'on est en train de censurer tout ça. Et comme tu dis, les conséquences derrière, bah, ça peut aller de la simple fatigue à la maladie, voire à la maladie grave, alors qu'à la base, il s'agit d'émotions non vécues, non exprimées. Et, euh, et c'est assez dingue de voir que quand tu changes ton rapport aux émotions, bah en fait, tu as des choses auxquelles tu pensais même pas, des symptômes physiques qui disparaissent. Moi, j'ai eu une personne qui, après le programme, hop, ses migraines ont disparu. On n'a jamais travaillé sur ses migraines, mais le fait d'avoir reconnecté certaines émotions, hop, ça libère. Une autre qui te dit, ah ben moi, j'ai l'impression d'avoir 15 kilos en moins sur mes épaules au quotidien. Et tous ces symptômes du corps qui, une fois que ta relation aux émotions est fluidifiée, on va dire, bah, naturellement, en fait, le corps, il retrouve son fonctionnement normal, quoi. Et je trouve ça assez dingue. Le corps ne ment pas, il est le réceptacle de notre vie. C'est notre instrument de travail, de vie. Oui, tout est enregistré dans les cellules. Hmm. Oui, Et alors, je veux être respectueux, pardon, de ton temps. Est-ce que ça te va si on va encore un quart d'heure? ça va. Ok. Alors, c'était pas prévu, mais je vais aller dans cette direction-là, justement. Les symptômes du corps, peu importe, maux de tête, maux de ventre, fatigue, voilà. Notre réflexe de bon occidental, c'est d'aller traiter souvent les symptômes et de faire taire les messages du corps. Donc concrètement, j'ai mal à la tête, bah, je vais aller prendre un médicament qui va diminuer ou supprimer mon mal de tête sans aller chercher quelle est la cause réelle de ce mal de tête, que ce soit émotionnel, que ce soit inconscient, que ce soit psychologique, bref. Quel regard toi tu portes sur ça? Et est-ce que tu as cette impression-là qu'on est beaucoup sur traiter les symptômes et pas les causes? Ça dépend l'entourage dans lequel tu vis. Et je note dans ma propre famille, il y a les membres de la famille qui disent jamais un comprimé de ma vie et d'autres qui sont les consommateurs Mm. Mm. des médicaments et l'avis de médecins généralistes comme si c'est le prophète Ouais, moderne. ouais. Donc, et dans ma propre famille, je vois les deux façons de procéder. Donc, comment je peux expliquer ça? À part la personnalité, je ne sais pas. Curieusement, ça semble que c'est les femmes qui ne sont pas les preneuses de médicaments et les hommes qui sont les grandes Consommateur. consommateurs. Oui, bon, peut-être c'est une façon de se sentir cared for, tu vois, loved, tu Mm. vois. Hein, Mm. it's possible. Mais bon, bref, quelle était ta question? La question, c'est est-ce que tu n'as pas l'impression justement qu'on est conditionné à traiter les symptômes et qu'en fait, bah, en traitant les symptômes, tu ne règles pas le problème de fond et ça réapparaît, ou alors ça réapparaît sous une autre forme finalement? Oui, 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 mais il y a les cultures comme ça aussi, hein. On sait Bien qu'en sûr. France, on est les grands consommateurs de médicaments et Mm. d'anxiolytiques. Mm. Donc, ce qui très, très simple exemple. Samedi matin, je me suis réveillée avec un mot de tête important. J'y suis allée à la méditation et 1 heure et demie plus tard, je n'avais plus. Comment expliquer ça? Je suppose une détente absolue, pas une magie, juste une détente totale, une respiration, un, un focus ailleurs et Mm. c'était fini, quoi. Mm. Est-ce que tu as l'impression que ça avance vite, ce changement de paradigme ben, en fait, les symptômes de ton corps peuvent provenir de tes pensées, de tes émotions, de ton focus? Oui, absolument, c'est clair. C'est clair. Je suis fascinant parce que j'ai un corps euh, euh, qui vieillit en ce moment. Bah, en ce moment, bah, c'est logique et normal. Mais c'est intéressant d'observer le façon que le corps
prend de l'âge, comment le corps exprime ça. Et c'est un dialogue en permanence. Et quelque part, le vieillissement invite la personne, en l'occurrence moi-même, à être un observateur et un participant dans ce processus qui va terminer avec la disparition du corps. Donc, c'est une invitation à écouter le corps. Et je pense que sincèrement, quand les gens sont tellement busy et avec tellement de responsabilités avec les enfants, avec le travail, avec la vie moderne, quoi, prendre le temps d'écouter le corps et de respecter tout le langage du corps, bah, c'est pas toujours fait, quoi. Bah, et puis, ça demande plus de temps et en fait, c'est plus facile d'aller voir un médecin, de prendre un médicament. C'est juste plus confortable de faire ça, quoi, que de Oui, s'observer. sauf que quand tu penses à, il faut que tu prennes ta voiture, il faut que tu trouves un parking, il faut que tu trouves d'abord le rendez-vous avec le médecin et qu'il va te donner 15 minutes. Donc, tu as un intérêt d'aller très, très rapidement. Donc, sa solution est forcément une solution rapide. Donc, à la limite, je suis tentée de dire, c'est autant d'efforts pour aller voir un médecin. Ah, remarque, il y a Docteur Libre aujourd'hui, c'est vrai, c'est beaucoup plus Ouais, tu facile. gagnes un peu du temps. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas de parking avec Docteur Libre, ça c'est Mm. sûr. Oui, oui, peut-être, ça sera vite fait et comme ça, je peux pencher sur quelque chose de beaucoup plus intéressant que mon corps, quoi. Mm. Mm. Qui veut dire, si on n'établit pas un allié avec le corps, on est en train de passer à côté de, de l'usage de cette cadeau pour la vie comme un enseignant. Ouais, Le, comme une le, machine à feedback qui est tout le temps en train de te renseigner sur ce que tu vis. Ouais. absolument. Et d'ailleurs, il faut garder en tête que si ce corps n'est pas en bonne santé, la méditation est impossible. Tu vois, donc quelque part, la raison de fond d'avoir un corps en bonne santé, c'est pour que la méditation soit possible. Et méditation, c'est quoi? C'est d'être en contact avec soi-même, Mm. dans les bras de l'être plus grand. Mm. Dernière question, Lynn, et après je finirai par une série de petites questions, mais très rapides. C'est quoi pour toi l'intérêt de se faire coacher? C'est réellement la présence d'une tierce personne qui provoque une réflexion et un challenge plus profond que tu peux faire toi-même. Mm. C'est simple ce que je dis, hein, mais je paye pour le temps de l'écoute et cette personne qui va me donner son écoute impartiale est précieux. C'est une écoute sans jugement, c'est une écoute d'amour. Attention avec le mot amour, hein, et juste par le biais de quelques questions, il va tourner mon angle de vue dans une direction qui n'était pas aussi claire que ça avant. Mm. Il tourne mon regard vers un autre angle ou distance, hauteur, direction. Ok. Plus j'accompagne, plus moi j'ai l'impression que quand tu te fais accompagner, quand tu te fais coacher, tu gagnes. C'est des choses que possiblement tu aurais pu faire réaliser tout seul, mais que tu gagnes du temps et que tu évites beaucoup de friction
ou de souffrance euh, qui t'aurait fallu traverser pour arriver au point où tu te serais transformé, quoi. Je suis d'accord que c'est un accélérateur du temps, c'est sûr. Mm. Je suis absolument d'accord avec ça. Ouais, Mm. ouais. Ok. On va terminer par trois, quatre questions, mais où l'idée, c'est pas forcément de développer, mais juste que tu répondes comme ça, du tac au tac. Euh, les trois livres qui ont été les plus impactants pour toi. Tu veux dire professionnel? Pas forcément. Oh, good. Bon, le premier, bon, au moins, je mets un peu d'effort dans le professionnel, hein, parce que j'adore lire. Hein. The Body Keeps the Score by Van de Kolk. Et alors, en français, ça sera le... Oh dear. I can't remember. Le corps ne ment pas? Ne mens Non. jamais? Ne ment jamais, peut-être. Oui, en tout cas, Van de Kolk. Tiens, je mettrai ça dans la discussion. Ok. Ok, The Body Keeps the Score. Le deuxième, ce Yeah. serait quoi? Oh. Mm. Mm, 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 mm. J'adore les livres de Murakami, un japonais qui vit aux États-Unis. J'adore les livres de Ishiguro, aussi un japonais qui est allé à l'Angleterre à l'âge de 5 ans. J'adore ces façons d'écrire, c'est fabuleux. Ah, Ian McEwan, Louise Penny. Donc, je suis plutôt en train de citer les écrivains que Hmm. j'aime. Non, mais ok, ça passe aussi. Mm. Ok. Euh, notre métier, c'est une grosse partie de notre métier, c'est de poser des questions. Trois questions que tu aurais envie de partager qui pour toi sont impactantes et qui pourraient aider ceux qui nous écoutent. D'où pourrait venir Blas et où est Blas et qu'est-ce qui se passe juste après? Ok, on retrouve le clean. C'était obligé, on était obligé d'avoir un peu de clean coaching dans l'interview. Et dernière question, quelle est ta plus grosse prise de conscience de cette année 2021? I am not the role that I am playing. Merci Lynn, je pense que c'est une belle phrase de clôture de l'interview. Est-ce que tu as quelque chose éventuellement à rajouter que tu n'aurais pas partagé ou est-ce que c'est bon pour toi? Oui, je suis très contente d'annoncer que j'ai terminé mon premier manuscrit. Excusez-moi. Et ça s'appelle Un voyage au tombeau de Saint-Jacques à San Diego. Intéressant que je tousse là. Et c'est une histoire que je raconte toujours au début de parcours dans Ouais, alors je crois que je me l'école de souviens. coaching. Hmm. Ouais, ben moi, j'ai terminé l'histoire. Donc, avec tous les 26 épisodes, c'est fini. Actuellement, c'est chez on va dire, un rédacteur en chef, un éditeur new-yorkais. Et c'est chez un éditeur à la française, donc publisher, française actuellement pour savoir si ça mérite d'être publié ou pas. Et si Hmm. ce n'est pas le cas, je vais le self-publish. Donc, je Hmm. vais Ok, éditer ça moi-même. Donc, je ok. suis assez contente parce que c'est plein de questions de vie et de clean. Donc, c'est un combine de clean et de mon histoire que, voilà, quoi. Donc, je suis assez contente. Ok, bah, merci beaucoup Lynn. Je rajoute que si jamais vous êtes intéressé pour vous former au coaching, donc Lynn a une école qui s'appelle LKB.
Oui, Donc, je pense qu'on peut te retrouver sur ton site internet LKB School, c'est ça? lkb-coaching.com. Ok. OK. Merci beaucoup, Lynn. Merci Charles, c'était intéressant. C'est toujours être agréable d'être le centre De de l'attention, bah oui. l'attention. Il faut profiter, il faut être coaché pour que tu peux avoir cette expérience-là. C'est Exactement. agréable, hein? Exactement. Merci beaucoup, Charles. Ciao. Bye.